La dissuasion nucléaire, ça repose sur la promesse d'un châtiment. On dit à l'adversaire, si vraiment tu veux nous attaquer, on va te tuer. C'est le chef d'État qui décide. La dissuasion nucléaire est pour nous l'assurance vie de la nation. Et il sait parfaitement, Vladimir Poutine, quelles sont les règles de la dissuasion. La Russie conduit sa guerre en Ukraine vraiment sous l'ombre de la dissuasion. Sans nos équipements militaires, vous auriez perdu la guerre en 2 semaines. Bref, Trump change tout. C'est très violent pour les pays européens. Vous allez encore nous protéger? J'ai dit bien sûr que non. Ils n'en revenaient pas. Le monde dans lequel nous évoluons est de plus en plus dangereux, de plus en plus incertain. Pour l'Europe, c'est l'heure de vérité et nous sommes prêts. Longtemps, les Européens ont dormi sur leurs 2 oreilles, persuadés que les Américains seraient toujours là pour les défendre. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump organise le chaos. Il s'est mis sur son 31 aujourd'hui. Revirement sur l'Ukraine. Rapprochement avec la Russie. Avec moi, la Russie n'aurait jamais attaqué l'Ukraine. Poutine et moi, on s'entend super bien et c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Humiliation, chantage, rien n'est trop violent pour soumettre ses alliés d'hier, désormais traités en concurrents. L'Union européenne est vraiment très méchante. Ou brutalement rappelés à la réalité, comme lors de la conférence de Munich. On dirait que vous n'avez jamais entendu parler du partage du fardeau. Pour nous, c'est vraiment important qu'au sein de notre alliance, les Européens prennent leurs responsabilités, tandis que l'Amérique s'occupe d'autres endroits du monde qui sont en grand danger. Vous vous êtes servi de l'Amérique, maintenant vous devez payer davantage. Avec la menace implicite et parfois explicite de se retirer de ses engagements de sécurité envers l'Europe. Ce sont des paroles qui sont fortes parce qu'elles remettent en question la garantie qui était donnée sur le plan sécuritaire depuis les origines de l'Alliance Atlantique. On peut effectivement se poser des questions sur la réelle volonté de Trump à venir potentiellement utiliser des armes nucléaires pour défendre l'Europe. Sidérés par ses mauvaises manières, les Européens cherchent la parade. Si les Américains se retirent, qui les protégera des appétits de revanche d'un Vladimir Poutine et ses rodomontades nucléaires? J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. C'est la fébrilité des populations démocratiques qui n'ont pas l'habitude qu'on leur mette l'arme nucléaire sur la table et qui, à raison, ont peur. Et c'est ce qu'il veut mettre en place dans les populations, c'est la peur. La peur de l'escalade nucléaire, elle joue un rôle. L'une des raisons principales pour lesquelles l'administration Biden n'a pas voulu aller plus vite, plus loin, plus fort dans son soutien à l'Ukraine, c'est que Joe Biden avait peur de l'escalade nucléaire. Les Européens se retrouvent devant un nouveau désordre mondial, où la force supplante le droit et où le protecteur d'hier se transforme en prédateur. Dans ces conditions, que doivent-ils faire pour assurer leur sécurité? Tous les Européens réfléchissent à changer l'équation qui avait équilibré la sécurité du continent européen depuis en fait la fin de la Seconde Guerre mondiale. Face aux menaces, la France dispose de son propre bouclier. C'est la dissuasion nucléaire. Avec ses 2 composantes, sous-marines et aériennes. Immersion périscopique. À la crédibilité régulièrement éprouvée par les exercices.
se disposer pour un lancement simulé de 16 missiles balistiques. Cet avantage stratégique peut-il se partager? La France, puissance atomique indépendante, peut-elle remplacer l'Amérique? Étendre sa protection au reste de l'Europe? Tout a commencé le 6 août 1945. At 9:15, the bomb is dropped. Quand la première bombe atomique américaine a explosé au-dessus de la ville japonaise d'Hiroshima, tuant 80 000 personnes d'un coup. Ce jour-là, le monde est entré dans l'ère nucléaire. 80 ans plus tard, il n'en est toujours pas sorti. On a vu les dégâts à Hiroshima et Nagasaki, et ensuite on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que c'est une bombe plus puissante que les autres? Ou bien est-ce qu'on est en face de quelque chose qui fait changer la nature même de la stratégie? Le monde de l'après-guerre est dominé par la rivalité entre les deux grands, États-Unis et URSS. Deux puissances nucléaires qui se tiennent par la barbichette, chacune ayant les moyens de détruire l'autre. C'est la guerre froide, résumée en une formule, l'équilibre de la terreur. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les savants français tels que le couple Joliot-Curie étaient en pointe de la recherche sur l'atome. Pour assurer sa sécurité, garantir son indépendance, tenir son rang de membre permanent des Nations Unies, la France décide elle aussi de se doter de l'arme atomique. L'affaire de Suez, où Français et Britanniques étaient intervenus en soutien à Israël, avant d'être forcés de se retirer sous la pression conjointe des Soviétiques et des Américains, les avait convaincus que les intérêts de Washington et Paris ne coïncidaient pas toujours. Et là, on se rend compte évidemment qu'on n'est pas dans la cour des grands. Surtout que les Soviétiques à l'époque, pour la première fois, nous avaient menacé explicitement d'une frappe sur nos territoires français et britanniques. La France dit, on ne se retrouvera plus jamais dans une opération de cette ampleur en étant dépendant totalement des Américains. Et que pour être pris au sérieux, il fallait la bombe. Menée plus ou moins clandestinement sous la 4e République, puis plus ouvertement après le retour de De Gaulle aux affaires en 1958. La France, avec ses moyens et sans outrecuidance, a cru devoir entrer dans la voie qui lui procurera l'armement, il faut bien le dire, nécessaire pour être elle-même. L'esprit du général de Gaulle qui a achevé le programme nucléaire français qui était déjà commencé avant, et surtout qui lui a donné corps, qui l'a opérationnalisé, comme on dit, c'était de manifester son indépendance vis-à-vis des États-Unis. On dit aux protecteurs de l'Europe, de l'Amérique, qu'on n'a pas besoin d'elle en toutes circonstances. Les recherches aboutissent au début des années 60 aux premiers essais dans le Sahara algérien. La France intègre alors le club très fermé des pays détenteurs de l'arme atomique. Le début des années 60, c'est aussi le moment où les Soviétiques développent des missiles capables de frapper le territoire américain. Il ne dépend que de Moscou ou de Washington qu'une grande partie de l'humanité ne soit écrasée en quelques heures. C'est le signe que les Américains ne risqueront pas la destruction de New York pour sauver Bonn ou Hambourg ou Paris d'ailleurs. Certains vont dire on veut continuer à croire à ça. La France va dire mais nous on n'y croit pas. La première bombe française est portée par un tout nouveau chasseur, le Mirage 4, lui aussi 100% français. L'autre
Autre vecteur de la force nucléaire française, ce sont les sous-marins atomiques lanceurs d'engins. Le Redoutable, le premier sous-marin atomique français qui pourra rester 3 mois sans refaire surface. Dont les premiers entrent en service à la fin des années 60. Le général de Gaulle a tenu à présider lui-même le baptême du Redoutable à Cherbourg. En appuyant sur la commande de mise à l'eau, le chef de l'État donnait l'essor à la 3e génération de la force atomique française, qui comprend déjà les Mirage 4. On a une doctrine à 2 étages. C'est-à-dire, on fait un avertissement nucléaire en cas de menace extrêmement grave, et si l'adversaire n'a pas compris qu'il franchissait le seuil de l'inacceptable ou qu'il s'apprêtait à le faire, et puis si ça n'a pas marché, eh bien, théoriquement, l'adversaire s'expose à des dommages inacceptables. Parce que la France n'a pas les moyens de rivaliser avec les 2 grands et leurs arsenaux de plusieurs milliers de têtes nucléaires, les concepteurs de la dissuasion à la française inventent la notion de stricte suffisance et la doctrine dite du faible au fort. Dans la dissuasion nucléaire, toujours une question qui est posée, c'est celle de la taille de l'arsenal. Est-ce qu'il faut être au niveau de la taille de l'arsenal américain ou de l'arsenal russe, qui sont les 2 plus grands arsenaux au monde aujourd'hui? Dès le programme des années 60, l'idée, c'est de pouvoir infliger aux soviétiques des pertes comparables au potentiel français. Autrement dit, il faut pouvoir tuer 50 millions de soviétiques par une seule frappe, en fait. Aujourd'hui, les Russes et les Américains disposent de 1700 têtes nucléaires chacun. La France, elle, en compte moins de 300. Les militaires et les politiques français considèrent que 290 têtes nucléaires, c'est ce qui est suffisant pour dissuader un adversaire étatique, la Russie, la Chine, potentiellement d'autres adversaires. Et cette frappe, il revient au président de la République d'en décider. En France, le président de la République est élu au suffrage universel, notamment parce qu'il a la responsabilité du feu nucléaire. C'est une verticalité totale. Il y a au-dessus quelqu'un qui appuie sur le bouton. Tous les présidents de la Ve République assument cet héritage et la responsabilité qu'il implique. C'est la solitude qui commande. La tragique, mais nécessaire solitude de ceux qui ont le pouvoir de décider. 12 mai 2012, passation de pouvoir dans la cour de l'Élysée. François Hollande succède à Nicolas Sarkozy. Dans quelques minutes, le nouveau président élu deviendra dépositaire du feu nucléaire. Il y a beaucoup de fantasmes au moment de la transition. Est-ce que le président sortant transmet un code au président qui vient d'être élu? Non. Est-ce que ça se fait à travers une mallette qui serait finalement transmise? Pas davantage. Il peut y avoir une discussion entre le président qui a terminé son mandat et le président qui vient d'être élu sur le contexte international et ce que peut être l'évolution de la doctrine française. Mais ça ne va pas plus loin. En réalité, c'est au chef d'état-major particulier du président de la République qu'il revient de transmettre les clés de la dissuasion au nouveau chef de l'État. Une charge à laquelle le candidat Hollande s'était préparé. Vous incarnez la France. Après l'élection, le président va être immédiatement en charge de cette responsabilité. Tous les présidents successifs, depuis le général de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron, ont repris à leur compte, certes avec quelques ajustements, mais les éléments fondamentaux de la dissuasion nucléaire telle qu'elle a été conçue par de Gaulle. Les fondamentaux de la dissuasion sont immuables, de président à président. Après de Gaulle, chacun des 7 chefs d'État qui se sont succédés a prononcé son discours sur la dissuasion. Ceux qui envisageraient d'utiliser d'une manière ou d'une autre des armes de destruction massive doivent comprendre qu'ils s'exposent à une réponse ferme et adaptée. Exercice imposé pour afficher la détermination de la France à protéger ses intérêts vitaux. Tous ceux qui menaceront ou qui menaceraient de s'en prendre à nos intérêts vitaux s'exposeraient à une riposte sévère de la France.
En France, en fait, il n'y a pas de version écrite de la doctrine de dissuasion. Tout passe par des discours du président de la République. Il s'adresse aux forces armées, il s'adresse à la nation tout entière. Et il s'adresse aussi à nos adversaires potentiels. Si d'aventure, un dirigeant d'État venait à mésestimer l'attachement viscéral de la France à sa liberté et envisager de s'en prendre à nos intérêts vitaux, quels qu'ils soient, il doit savoir que nos forces nucléaires sont capables d'infliger des dommages absolument inacceptables sur ces centres de pouvoir. Des intérêts vitaux qui ne sont jamais précisément définis. Il est très important en fait de ne pas clairement signifier à votre adversaire comment vous allez répliquer et qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. On maintient volontairement une ambiguïté, un flou, justement pour ne pas indiquer à l'adversaire à partir de quel moment on va faire quelque chose, et notamment on va déclencher une frappe. Comme disait De Gaulle, il faut maintenir un silence effrayant. La dissuasion, c'est aussi de la communication. Ainsi, en pleine guerre froide, le président Giscard d'Estaing avait autorisé les caméras de la télévision à le suivre dans le PC Jupiter, le bunker situé sous l'Élysée. Monsieur le général de Laval, quel est à l'heure actuelle l'état de nos moyens nucléaires tactiques? Monsieur le Président, les régiments d'artillerie nucléaire sont en cours de mise en place dans les zones de déploiement correspondant au plan de frappe proposé. Il n'y a pas de bonne dissuasion sans bonne communication. La situation est claire, aucun bâtiment menaçant. Cette communication, elle peut être très publique, solennelle, officielle. Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est le président de la République qui vous parle. Elle peut être plus discrète. Merci, Fauquer. Passage en alerte renforcée. Par exemple, les exercices des forces aériennes stratégiques françaises, eh bien, ils se font parfois au vu et au su des satellites russes délibérément pour montrer à la Russie, vous voyez, regardez tout ce qu'on sait faire. Et on le fait bien. C'est une menace de type Fox-Tree particulièrement résistante. Ces exercices, appelés poker, ont lieu plusieurs fois par an. Les Rafales et les pilotes des forces aériennes stratégiques s'entraînent à mener des raids dans la profondeur, comme pour procéder à des frappes atomiques. L'objectif, c'est de démontrer notre savoir-faire. Montre ta force pour ne pas avoir à l'utiliser. Ces exercices, évidemment, ils sont scrutés à la fois par nos alliés et par les adversaires de la France. C'est un jeu en fait de semi-transparence qui est totalement assumé, accepté. Ces manœuvres visent donc à faire et refaire la démonstration de la fiabilité opérationnelle de l'arme atomique française. La dissuasion nucléaire, d'abord pour que cela fonctionne, et globalement ça a fonctionné jusqu'à maintenant, ça repose sur une crédibilité. Voilà. On ne peut pas dissuader si on n'est pas crédible. De ce qu'on peut voir des réactions russes après des exercices, elle est considérée comme crédible. Les forces aériennes stratégiques sont aujourd'hui composées de 2 escadres équipées de missiles hypersoniques. Certains de ces Rafales peuvent également décoller depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Le porte-avions Charles de Gaulle peut embarquer de l'ordre d'une dizaine de têtes nucléaires. C'est la même arme que pour l'armée de l'air, sauf qu'elle est emportée par un Rafale Marine au lieu d'être emportée par les Rafales de l'armée. Ces têtes nucléaires, portées par des avions, constituent la première composante de la dissuasion atomique française. C'est une composante aussi de gesticulation, on dit ça dans le monde nucléaire. C'est-à-dire que le président, aujourd'hui, peut décider de faire décoller avec l'armement atomique qui est un système d'armes, un missile extrêmement performant, qui est là pour dissuader, pour avoir cette première démonstration.
C'est le premier niveau de la dissuasion nucléaire, c'est ce qu'on appelle l'ultime avertissement. C'est le dernier signal donné avant l'apocalypse. Les cavaliers de l'apocalypse, ce sont les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLE. 4 squales d'acier de 138 mètres de long, tapis dans leur repère de l'île Longue, en Bretagne. À quelques encablures est entreposé ce qui les rend létales. Alors ici on est dans l'atelier de stockage, où on vient ici stocker donc les étages des fusées, des missiles. Et donc ici on est devant 3 étages assemblés qui forment une partie du missile. Les missiles balistiques M51. Des mini-fusées Ariane hautes comme un immeuble de 4 étages. Une fois terminés, ces missiles mesurent 12 mètres de haut et il faut bien se rendre compte qu'il y en a 16 comme ceci à l'intérieur de chaque sous-marin lanceur d'engins. Le rôle des SNLE est d'assurer la permanence de la dissuasion nucléaire française. C'est-à-dire que l'un des 4 sous-marins est toujours en patrouille, et parfois jusqu'à 3 en fonction des circonstances. Escorté et surveillé quand il quitte son port d'attache, le bâtiment disparaît pendant 2 mois. On s'en va, c'est-à-dire qu'on rompt le contact, les escorteurs, les avions, les sous-marins ne nous trouvent plus et on est parti dans l'océan. Les flancs chargés d'une force de frappe équivalent à 1000 fois Hiroshima, le sous-marin s'évanouit, invisible. L'océan est imperméable, si j'ose dire, aux ondes électromagnétiques. Donc, c'est pas possible de nous détecter quand on est en plongée avec un radar. Et il n'y a que les ondes acoustiques qui se propagent dans l'eau, ou l'utilisation des sonars. Vous savez, ces pings qu'on entend parfois au cinéma. La propagation du son dans l'eau fait qu'on a quand même des zones d'ombre et le but du sous-marin c'est de venir chercher ces zones d'ombre. Ce sont des zones où en fait le sous-marin est assez invisible, les forces de surface ne peuvent pas nous voir. Alors nous on n'a pas le droit de parler, mais on écoute en permanence puisque notre mission c'est d'être le vecteur principal de la dissuasion nucléaire française. Par conséquent, il faut qu'on soit informé en permanence. D'abord de l'environnement autour pour rester caché, c'est-à-dire où sont les menaces, qui est-ce qui nous chercherait ou pas. On a un détroit qui est délimité par des zones de terre nord-sud. Notre objectif, c'est de franchir le détroit. Puis également des formations sur la situation politique, sur la situation de sécurité en France. La France est-elle menacée? Et donc ces informations-là nous parviennent aussi pour qu'on puisse sentir l'escalade ou la désescalade au niveau du commandement. Poste commandant. Je passe en lancement, j'affiche lancement simulé, je sélectionne 16 missiles. Un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est à la fois une centrale nucléaire de propulsion, ce sont tout un tas d'équipements de détection à bord, et puis c'est surtout une base de lancement de missiles. Ici, c'est tout simplement la raison d'être du sous-marin. Regardez, dans chacun de ces énormes tubes, il y a un missile nucléaire, 50 tonnes chacun. L'idée, c'est que vous déplacez la base, et à partir du moment où vous déplacez la base de lancement, vous comprenez qu'on peut aussi bien toucher la Chine que la Russie, que les États-Unis d'Amérique, que la Patagonie. Missile 51 a une portée supérieure à 6000 km, avec un chargement de tête multiple qui va nous permettre d'atteindre différents objectifs, juste avec le départ d'un seul missile. Les missiles M51 sont un concentré de technologie spatiale. Lancés depuis le fond des océans, ils vont crever la surface, puis s'élever jusqu'à 2000 km d'altitude, bien au-delà de l'orbite terrestre. Avant de rentrer dans l'atmosphère à la vitesse de Mach 20 et de larguer leurs 6 ou 10 têtes nucléaires destinées à une frappe en second. Une raison essentielle de la présence en permanence de sous-marins à la mer français, c'est justement de pouvoir dire à l'adversaire, même si vous détruisez la moitié du pays, nous aurions encore la capacité de riposter contre vous. Les garants de la sécurité de la France, ce sont donc ces 110 marins confinés aux abysses durant de longues semaines.
sous-marinier, c'est un peu un aventurier, c'est une personne qui va partir pour protéger son pays dans un milieu qui est assez restreint, fermé. Tous les 10 jours, on a un message de 40 mots qui est écrit par notre famille. Vous, par contre, c'est 0. On ne doit pas répondre. On lise doucement. Ce qui me plaît dans la vie à bord, c'est d'avoir des responsabilités, c'est la cohésion, c'est les moments de vie commune, c'est le soutien qu'on a les uns des autres, c'est toute cette ambiance autour du bateau et de nous qui est un peu important. Je rends hommage à ces militaires qui partent plusieurs semaines sous les mers pour nous assurer la crédibilité de la force. Et s'il y avait un relâchement, nous perdrions toute efficacité pour la dissuasion nucléaire. Centrale de PC Radio, réception d'un message flash réservé Corlan. Chaque semaine, on a un exercice de dissuasion nucléaire et on reçoit l'ordre de tirer. Commandant, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un message d'exercice pour faire un lancement simulé de missiles balistiques. Ça se passe exactement comme ça se passerait dans la réalité d'un tir réel. Au poste de combat, au poste de combat. C'est bon, tu viens avec quoi? Allez, multifonction. Et à ce moment-là, on doit démarrer la procédure de tir qui se fait en 2 endroits séparés du sous-marin, à 1 pont de distance. On n'est même pas sur le même pont, on n'est pas dans la même pièce. Et chacun doit rentrer le bon code au bon moment dans la séquence de tir pour que ça parte. Là, je vais ouvrir les codes d'engagement nucléaire et avec mon second, on va aller les déchiffrer. Fais d'abord les 2 tours, on fera la rase après. Jusqu'au moment où, quand on entre le code, on voit que c'est un exercice, il ne se passe rien. Exercice, patrouille, état d'alerte permanent. Mais pour être crédibles, les armes de la dissuasion ont aussi besoin d'être régulièrement modernisées, remises à niveau. 3, 2... Entre 1960 et 1996, la France a procédé à 210 essais. Dans le Sahara algérien d'abord, puis dans le Pacifique, avant d'y renoncer définitivement en 1997. Depuis, un vaste programme de simulation a été mis en place. Près de Bordeaux, ce gigantesque bâtiment abrite le laser mégajoule. C'est un site unique en Europe et il y en a 2 dans le monde, un ici et un aux États-Unis. Des dizaines de lasers servent à reproduire les conditions d'une explosion atomique. Ça passe là. Dans chaque tube, il y a des lasers qui passent, des impulsions laser qui se propagent dans toute la longueur de la chaîne laser pour s'amplifier, se doper en énergie. En 1 milliardième de seconde, ces lasers délivrent plus que toute la puissance électrique du monde afin de frapper leur cible à l'intérieur de cette sphère placée au centre du bâtiment. Alors cette sphère, elle est composée en 10 cm d'épaisseur d'aluminium et à peu près 30 cm de béton supplémentaire pour compléter sa protection. L'effet conjugué des lasers provoque la fusion des atomes, comme lors d'une explosion nucléaire. Vous voyez cette petite capsule, comme elle est minuscule comparée à une pièce de monnaie. Elle va être soumise à rude épreuve, chauffée à plus de 100 millions de degrés, une pression extrême, proche des conditions qu'on retrouve en fait à l'intérieur du Soleil. Des tests réalisés plusieurs fois par an. Tandis que dans l'Essonne, près de Paris, les supercalculateurs du programme EXA-1 simulent des tirs de missiles dans toutes les conditions d'utilisation, avec une puissance de calcul de 180 millions de milliards d'opérations par seconde. Ça permet de faire tous les calculs de simulation qui nous permettent d'être absolument certains que la sécurité, la fiabilité et les performances des têtes nucléaires de la dissuasion fonctionnent quand le président en aura besoin, comme elles doivent fonctionner.
Aujourd'hui, la France n'a pas besoin de conduire de nouveaux essais nucléaires pour rester crédible. Au contraire, en fait, c'est même un signe de responsabilité et d'excellence scientifique supplémentaire que de réussir à maintenir un très haut standard quand il s'agit de créer de nouvelles têtes nucléaires sans avoir besoin de faire d'essais. Après, on finalise l'alignement ? Ouais. Tout un écosystème technologique et industriel que la France est la seule à posséder en Europe, mais qui a un coût, 6 milliards d'euros par an. La France a les moyens de sa dissuasion. Nous y avons consacré beaucoup d'argent public et les Français doivent en être conscients. C'est finalement un investissement qu'ils ont fait pour leur propre sécurité. La France a cette chance inouïe d'avoir une dissuasion, elle l'a payé cher, hein, mais elle a cette chance inouïe d'avoir une dissuasion qui est totalement autonome, c'est-à-dire qu'on n'a rien demandé à personne, on a des équipements qu'on a mis au point, ce sont les nôtres, et de A jusqu'à Z, la bombe, elle est française. Le prix de l'indépendance, même si le nucléaire ne suffit pas. C'est très important d'avoir en tête que ce n'est pas une raison pour ne pas investir aussi dans la défense conventionnelle, parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a de plus en plus de menaces qui sont sous le seuil des armes nucléaires, et donc c'est important de pouvoir dissuader sur l'ensemble du spectre. De l'avis de tous les experts, les armées françaises ont besoin de retrouver du volume. Parce que si à la moindre menace, vous agitez le spectre nucléaire, dans ce cas-là, vous n'êtes plus crédible. Tout le temps qu'a duré la guerre froide, la défense de l'Europe était assurée par l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les États-Unis, avec leur arsenal nucléaire, leurs troupes et leurs missiles stationnés en Europe, en étaient les plus gros contributeurs. C'est à l'abri de leur parapluie que les Européens ont construit leur communauté, développé leur économie et financé leur modèle social. La plupart de ces pays ont été conformés en fonction de cette garantie de sécurité américaine. On sait que quelqu'un, en dernier ressort, si on va dans une crise très profonde avec un adversaire prêt à tout, y compris à l'invasion du territoire européen, on sait qu'en dernier ressort, l'Amérique viendra, l'Amérique agira. L'Alliance n'a pas été dissoute après la disparition de l'ennemi soviétique. Au contraire, elle s'est même élargie aux anciens pays du pacte de Varsovie. Eux aussi comptaient sur l'Amérique pour les protéger. Mais dans le même temps, les Européens, pressés de toucher les fameux dividendes de la paix, se sont désarmés. L'équilibre de la terreur avait laissé la place à la mondialisation heureuse. Au lendemain de la guerre froide, une vision idéaliste a accrédité l'idée que le monde était devenu moins dangereux. Cette réorganisation des priorités budgétaires pouvait sembler justifiée alors que des arsenaux considérables avaient été accumulés de part et d'autre du rideau de fer. En France, suppression du service militaire, fermeture de casernes, disparition de régiments. Même l'arsenal nucléaire a été réduit, passant de 500 têtes à moins de 300. On avait taillé un peu nos stocks en la matière. Bon, ben voilà, ces stocks, ils sont faibles. Ils ont en plus été réduits depuis l'époque de la guerre froide. Parce qu'on a désinvesti dans nos appareils de défense pendant 25 ans. C'est-à-dire qu'on a tiré des traits sur l'avenir, alors que la défense n'est pas un investissement de temps d'urgence ou de situation exceptionnelle. L'illusion va durer le temps d'une génération. Jusqu'à ce jour de février 2022, quand Vladimir Poutine choisit d'envahir l'Ukraine. La guerre en Ukraine nous rappelle que les conflits de haute intensité que l'on croyait avoir disparu avec la fin de la guerre froide sont bien présents. C'est à nos portes maintenant. Contre toute attente, l'Ukraine ne s'effondre pas, malgré des destructions effroyables.
Dès le début des opérations, frustré d'une victoire éclair, Poutine agite la menace nucléaire. Je veux vous rappeler que notre pays possède plusieurs moyens de destruction, et certains sont plus modernes que ceux de l'OTAN. Si l'intégrité de notre territoire est menacée, alors pour protéger la Russie et son peuple, nous utiliserons tous les moyens dont nous disposons. Pour la première fois, en Europe, un pays nucléaire se sert implicitement de son arme nucléaire pour non seulement envahir, ça l'Union soviétique l'avait déjà fait, mais pour annexer une partie du territoire d'un voisin européen. Avec ce qu'on appelle cette sanctuarisation agressive, c'est-à-dire qu'il attaque avec cette menace nucléaire derrière un territoire qui n'est pas, lui, doté de l'arme nucléaire. Le réveil est brutal, mais passé le choc initial, les Occidentaux s'organisent pour venir en aide à l'Ukraine. L'armée russe vient de lancer un assaut brutal contre les Ukrainiens. Les États membres peuvent renforcer massivement leur soutien à l'Ukraine par l'envoi immédiat de matériel militaire. Pendant 3 ans, Américains et Européens vont dépenser des dizaines de milliards, allant jusqu'à puiser dans leurs propres stocks pour armer les Ukrainiens. Un soutien brutalement remis en question par le retour de Trump à la Maison-Blanche et son renversement d'alliance. J'ai eu de très bonnes discussions avec la Russie, nettement moins bonnes avec les Ukrainiens. Ils n'ont pas les cartes en main et ils veulent jouer au dur. La variable Trump, c'est qu'il va tellement loin qu'on ouvre une autre période stratégique. Une période faite d'imprévisibilité, délibérément entretenue par l'Américain. Il a toujours eu une approche de la dissuasion en général qui consiste à dire « retenez-moi où je fais un malheur, vous savez, je suis peut-être complètement fou ». C'est exactement ce que disait Richard Nixon pendant la guerre du Vietnam. Il appelait ça littéralement la théorie du fou. Il voulait que ses adversaires soient persuadés qu'ils pourraient faire à peu près n'importe quoi. Dans ce contexte, certains pays européens se résolvent déjà à se passer du bouclier américain. Est-ce que le pacte qu'on a tous signé après 1945 est valable aujourd'hui? Est-ce qu'on plutôt, c'est tout le contraire, le monde d'avant est définitivement enterré? Il va falloir établir des priorités, réfléchir à nouveau à ce qu'est la guerre, éventuellement sans les Américains. La réflexion va jusqu'à envisager l'impensable il y a encore quelques années, se doter de l'arme atomique. Les Polonais ont expliqué qu'ils pourraient être intéressés par le fait de se doter de leur propre arsenal. Certains y songent, ou en tout cas, quand vous êtes la Pologne ou les pays baltes, l'adversaire, vous l'avez directement et vous le regardez dans les yeux. Aujourd'hui, seuls 9 pays au monde possèdent la bombe atomique. Et en principe, toute prolifération est désormais interdite. La plupart des pays européens, à l'exception de la France et de la Grande-Bretagne, ne peuvent pas disposer de leur armement nucléaire nationaux à cause ou grâce à un traité qui s'appelle le traité de non-prolifération nucléaire qu'ils ont signé. Partir du principe que parce qu'il y a des doutes sur la garantie nucléaire américaine, eh bien, la Pologne va faire en 2030 ce qu'a fait la France en 1960, c'est à mon avis un raisonnement qui ne tient pas compte du fait que si les Américains ne sont plus là, les Britanniques et les Français sont encore là. La France pourrait-elle étendre la protection de sa dissuasion nucléaire à ses partenaires européens? L'idée n'est pas nouvelle. Dès le début, la dimension européenne des intérêts vitaux de la France a été affirmée. Il y a toujours eu une dimension européenne, en fait, des intérêts vitaux français. Pour une bonne raison, la France est ancrée pour l'éternité, je dirais, géographiquement, en Europe. C'est déjà dans le livre blanc de 1972, écrit par un gaulliste historique qui s'appelait Michel Debré. L'ombre portée, c'est un joli mot, l'ombre portée de la dissuasion nucléaire française a une dimension européenne. Une attaque sur la Pologne, la Roumanie, la Suède, eh bien, ça aurait potentiellement des conséquences sur les intérêts vitaux de la France, étant donné la construction de l'Union européenne, les liens économiques, politiques, stratégiques entre ces pays. Dès 2020,
Emmanuel Macron proposait aux Européens de s'intéresser à la dissuasion française. Je souhaite que se développe un dialogue stratégique avec nos partenaires européens qui y sont prêts sur le rôle de la dissuasion nucléaire française dans notre sécurité collective. Quand même, le discours avait été prononcé en février 2020. Un mois plus tard, il y avait le début du Covid et on ne pouvait pas trop parler de ça sur Zoom. Le contexte politique et géopolitique était très différent. Il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. Le premier mandat de Trump, c'était pas si mal passé que ça. La proposition était donc prématurée. Mais depuis, tout a changé. Et Emmanuel Macron a remis l'hypothèse sur la table lors d'une allocution solennelle depuis l'Élysée en mars 2025. J'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Avant d'y revenir sur TF1 lors de l'émission du 13 mai. Ceux qui disent Emmanuel Macron, compte tenu du moment que nous vivons, j'ai souhaité qu'on puisse engager avec tous les partenaires qui le souhaitent un exercice pour regarder si on pouvait aller plus loin. L'idée intéresse des pays comme la Pologne, avec laquelle la France a d'ailleurs signé un accord de défense. Et l'Allemagne, dont le chancelier Merz a réservé à Paris sa première visite officielle. Il faut absolument, c'est fondamental, que nous discutions avec la France de la manière dont nous pourrions, à l'avenir, apporter ensemble une telle réponse dissuasive. La clé, c'est l'Allemagne. Elle entraînera, elle peut entraîner une partie des pays européens. Dans 15 ans, 20 ans, parce que ça mettrait du temps et ça coûterait cher, on pourrait imaginer des missiles français emportés par des avions allemands. On ne peut pas exclure des réflexions communes sur des scénarios d'emploi et sur une concertation, en tout cas, autour de la prise de décision. Certains y voient le risque pour la France de perdre une partie de son indépendance et de son autonomie stratégique. Parce que certains de nos partenaires disent finalement, mettons tout en commun. Non. Ça ne veut pas dire qu'on va transférer la décision d'utiliser l'arme nucléaire à la présidente de la Commission européenne. Donc ça n'a pas de sens. Et la deuxième chose qu'à mon sens on ne partagera jamais, c'est le budget. Tout simplement parce qu'un président français ne voudra jamais que les crédits nucléaires français dépendent d'un vote du Bundestag allemand ou de la Diète polonaise. On ne partage ni la décision, ni la conception, ni la composition, ni le financement. Le 9 mai, la Russie célébrait tout en puissance le 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Sur la place rouge, entouré de ses alliés, dont le chinois Xi Jinping, Vladimir Poutine défiait l'Occident. 6 mois plus tôt, fin 2024, Sergueï Karaganov, l'un des stratèges du Kremlin, parlait de la nécessité de réinstaurer la peur chez ces mêmes Occidentaux. Entre 2021 et 2025, l'arsenal nucléaire chinois il a plus que doublé. Et certaines estimations considèrent qu'en 2030, il pourra atteindre 1000 têtes nucléaires stratégiques, avec potentiellement une évolution non pas vers un monde nucléaire bipolaire, mais plutôt vers un monde nucléaire multipolaire. Est-il pour autant minuit moins une ? Comme l'affiche l'horloge de l'apocalypse, cet indicateur inventé par des scientifiques après Hiroshima et qui varie en fonction des tensions internationales. La manière dont Vladimir Poutine joue de l'atout nucléaire reste finalement assez conforme au canon de la dissuasion. Contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs, je ne crois pas du tout qu'il soit en permanence dans la menace nucléaire. Il sait que tout usage, même sur une frappe limitée géographiquement, aurait des conséquences considérables. Les règles de la dissuasion, d'une certaine façon, ne limitent pas les autocrates ou les dictateurs quant à certaines opérations conventionnelles, mais en réalité, les mettent dans une obligation d'en respecter les principes.